Dans ce chapitre, nous verrons les différentes phases de la guerre, d'août à décembre 1914, soit 5 mois de guerre. Pour nous aider à la compréhension des différents déploiements, nous utiliserons les JMO, c'est-à-dire les journaux des marches et opérations. Chaque régiment dispose de son propre journal. Vous vous souvenez peut-être que les 101e régiment d'infanterie de Dreux et que le 102e de Chartres appartenaient au 4e corps d'armée, celui qui couvrait une partie de l'ouest de la France. La structure des armées est complexe, mais sachez qu'en termes de structure, on avait des armées, des corps d'armée, des divisions, des brigades, des régiments, des bataillons, des compagnies, des sections et des escouades. L'escouade, la plus petite structure, c'était 15 hommes, dirigés par un caporal. En ce qui nous intéresse, les 101e et 102e régiments d'infanterie comportaient chacun de 3000 à 3300 hommes, et chaque régiment était réparti en 3 bataillons de plus ou moins 1000 hommes. Une division d'infanterie comme la 7e représentait 25 000 hommes. C'était 14 régiments d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. À noter que le rattachement d'une division comme la 7e sera fluctuant. Si cette division appartient organiquement à la 4e armée, cette 7e division changera 24 fois de rattachement opérationnel, passant à la 2e armée, à la 3e armée, à la 4e et ainsi de suite. Certaines fois pour une seule journée. Donc, du 10 au 21 août 1914, la 7e division d'infanterie, à laquelle appartiennent les 101e et 102e, sont en couverture. C'est le début de la guerre de Belgique, de ce qu'on appellera la bataille des frontières, et les choses n'ont pas encore vraiment commencé. Le 101e est du côté de Grémilly, à une quarantaine de kilomètres de Longwy, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Luxembourg, et à une quarantaine de kilomètres avec l'Allemagne, ou encore à une journée de marche de l'ennemi. Le 21 août, le 101e s'installe à Grandcourt, dans les Ardennes belges. Ils arrivent vers 20 h, et en arrivant, les soldats entendent le bruit de la canonnade venant du côté de Longwy. La fusillade fait rage, et d'immenses lueurs indiquent que Longwy est en flammes. Le lendemain, le 22 août, le général de Trintignant, commandant la 7e division, est dans une situation dramatique. Il est cerné dans la ville de Heth. On demande alors à toute l'infanterie de la 7e division de se détourner et d'aller vers Heth, en Belgique wallonne toute proche. Les hussards arriveront et chargeront 5 fois avant de pouvoir dégager le général, en laissant de nombreux cavaliers au sol. Les jours suivants, il conduira en Belgique un des rares combats victorieux de la bataille des frontières. Mais cette libération dans Heth se fera au prix de lourdes pertes, ce qui vaudra au général de Trintignant d'être révoqué en septembre. Il sera plus ou moins réhabilité par la suite. La 7e division commencera son repli avec ce que l'on appelle la retraite de la Meuse, à partir du 27 août jusqu'au 3 septembre. Sa mission consiste à tenir les passages de la Meuse. Pendant cette semaine, il y aura de nombreuses escarmouches, de nombreux mouvements et des morts. On peut dire que le plan 17 du général Joffre, censé défendre la France, se solde par un échec, et que les Allemands sont proches de menacer Paris maintenant. Puis ce seront des combats multiples et sanglants, qui feront que sur un régiment de plus de 3000 hommes, il n'en restera que 1930 au soir du 27 août. Le 101e
ayant donc perdu un tiers de son effectif en près de 3 semaines de combat, selon le journal des marches et opérations. Ces chiffres et toutes les campagnes du 101e pendant la guerre de 1914 sont disponibles en format PDF, en lien sous cette vidéo. C'est le détail de toutes les opérations du régiment à l'heure près. Il existe aussi les historiques de chaque régiment. Entre les JMO et les historiques, écrits plus tard, après la guerre, il semblerait qu'il y ait eu une remise en forme plus littéraire des événements. Si nous disposons du JMO du 101e, je n'ai pu retrouver que l'historique, imprimé par Chapelot à Paris dans les années 20, pour le 102e régiment d'infanterie de Chartres. Il est lui aussi téléchargeable sous cette vidéo. Le 3 septembre, au matin, un bruit court que la 7e division doit contribuer à la défense de Paris, et cela devient effectif le soir même. Il faudra 4 jours en train pour rallier Pantin, dans la région parisienne, après avoir subi des encombrements et un accident, 2 convois s'étant tamponnés violemment avec mort d'homme. À peine débarqués le 7 septembre, ils repartent vers 22 heures par chemin de fer et par taxi-auto. Ce seront les fameux taxis de la Marne, et la bataille du même nom peut dès lors commencer. En arrivant ainsi sur le front de la Marne, la 7e division d'infanterie sera détachée auprès de la 6e armée, commandée par le général Michel-Joseph Monoury, natif de Maintenon. À noter que ce général fut gravement blessé par une balle ennemie à la tête le 11 mars 1915, au moment où il mettait l'œil à un créneau. Le général Étienne de Villaret, qui l'accompagnait, fut lui aussi blessé par la même balle par ricochet. Le 7 septembre 1914 donc, c'est le moment que choisit le général Joffre pour déclarer. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et repousser l'ennemi. Toute troupe qui ne peut avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Avant que la 7e division ne soit rattachée à la toute nouvelle 6e armée, il convient de rappeler que du 24 août au 5 septembre, les armées françaises ont beaucoup reculé devant l'armée allemande. Une retraite de 250 km en une dizaine de jours. Sur cette carte, on voit que le 3 septembre, la situation est devenue critique. Le gouvernement n'est plus à Paris, mais à Bordeaux depuis le 29 août. Ce qu'on appelle la bataille de la Marne, c'est donc une semaine de bataille, du 7 au 15 septembre 1914, qui se traduit par l'arrêt de l'avance allemande et de son retrait sur l'Aisne, et ce sera une nouvelle bataille, la bataille de l'Aisne. Pendant ces 7 jours de bataille, et sous cet ordre implacable de Joffre, les 101e et 102e régiments d'infanterie, composés de nombreux Auréliens, participeront au combat, et en particulier ceux de l'Ourcq. Ces régiments combattront pendant la bataille de l'Aisne et participeront au combat autour de Champion et de Marigny-les-Cerises. Avec la fin de la bataille de la Marne et celle de l'Aisne, c'est presque la fin de la guerre de mouvement. Les soldats auront appris à se protéger dans les tranchées.
Mais avant que le front ne se fiche définitivement, il y aura ce qu'on appelle la course à la mer, les dernières tentatives de guerre de mouvement, opposées à la guerre de position ou encore la guerre des tranchées. La 7e division participera à ces derniers combats de guerre de mouvement, en Picardie notamment. La guerre venait de commencer, cela faisait 5 mois que les soldats étaient partis, la guerre des tranchées pouvait s'installer pendant encore 3 ans et demi. Il y aura la bataille de Perthes, les Hurlus, en février 1915, qui sera rapportée de la manière suivante dans le journal de campagne. Que de souvenirs, que d'heures d'angoisse passées devant ce village, que de camarades tombés. Au cours de ces journées d'enfer, il est encore rapporté dans ce JMO que le 102e, au cours de 3 jours de bataille, eut 653 tués ou blessés. Je vous rappelle qu'un régiment comme le 102e, c'était 3000 hommes. Perthes-les-Hurlus fait partie des villages qui ont été détruits complètement par la guerre. Aujourd'hui, il n'en subsiste rien. Le 101e de Dreux et le 102e de Chartres participeront à toutes les campagnes de la guerre. De Verdun au chemin des Dames, comme aux batailles en Champagne ou en Artois. On peut enfin rapporter ce que fut la presse locale pendant cette période, et en particulier pendant la bataille de la Marne. Assez vite, l'engagement est divulgué au public par le journal de Chartres, qui reste très prudent mais précis. Le Progrès fait une une plus sensationnaliste. Le sentiment d'une victoire majeure apparaît très tôt dans le journal de Chartres. La bataille en cours a déjà un nom, la bataille de la Marne. Le ton reste toujours prudent et informatif. Enfin, le Progrès du 12 septembre 1914 est toujours plus enthousiaste.